C'est un récit de Michel Digré. Allez, on passe au Dimanche Magazine. Dimanche Magazine, vous savez, c'est ce rendez-vous que vous aimez tant et qu'on aime tout autant. Notre invité, c'est Abou Bamba, qui nous a d'ailleurs rejoint en plateau. Abou Bamba, c'est le PCO, le président du comité d'organisation de la COP15, la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. COP15 qui se tiendra ici même à Abidjan, Côte d'Ivoire, au Sofitel Hôtel Ivoire, du 9 mai au 20 mai prochain. Monsieur Bamba, bienvenue. On regarde. Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le pays abritera dans 2 semaines la 15e Convention des Nations Unies sur la désertification. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable situe les enjeux. Il est important donc de souligner que ça sera l'occasion donc de confirmer les engagements pris par la Côte d'Ivoire en matière de restauration des terres. Cette COP va permettre donc de relancer le tourisme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va abriter la présidence de la COP pendant 2 ans, ce qui est important au plan international. L'Inde va passer donc le flambeau à la Côte d'Ivoire. Et ce passage des flambeaux va se faire donc en présence donc du chef de l'État, puisque c'est le chef de l'État lui-même qui sera donc le président de la COP. Mais le président de la COP, en tant que chef d'État, va déléguer cela donc à la personne de son choix. Plus de 5000 participants en provenance de 197 pays attendus sur les bords de la lagune Ébrié du 9 au 20 mai. Plusieurs activités au menu de cette rencontre. Il y aura un sommet des chefs d'État. Il y a certains chefs d'État qui vont intervenir pour aborder donc la question des dégradations des terres et de la sécheresse. Et il y a le forum des jeunes que nous avons intégré donc, au niveau de cette COP. Il y aura un partage d'expériences des jeunes qui vont venir d'horizons divers, des jeunes qui sont dans des zones où il y a véritablement la sécheresse. À cet événement, il va y avoir des rencontres donc, des partenaires. Et ça va permettre donc de regarder de près la question de la sécheresse et quelles sont les solutions. Les solutions qui peuvent permettre de débloquer des fonds qui vont être orientés à restaurer les terres et à faire de l'agriculture durable, de l'agriculture intelligente, de l'agriculture intensive sans détruire la forêt. Désertification, sécheresse, sécurité alimentaire, biodiversité, changement climatique, entre autres sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre. Merci à vous, Grâce Kando du service société de la rédaction de RTI 1. Monsieur Bamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Tout de suite, je vous dis COP15, vous me dites quoi? COP15, la plus grande manifestation jamais organisée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Une occasion unique de faire avancer le débat sur la dégradation des sols, la sécheresse, la perte de fertilité et les problèmes de développement socio-économique des nations. D'accord. COP15, c'est donc la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Quelle est la nuance avec la conférence des parties sur la lutte le changement climatique, la lutte contre le changement climatique et qui est, elle, à sa 26e édition, et la COP sur la diversité biologique? Écoutez, lorsque les États se sont réunis donc, en 1992 à Rio, ils ont pris 3 décisions, ils ont signé 3 accords multilatéraux sur l'environnement. Donc l'un sur la lutte contre les changements climatiques, dont on vient de faire la COP à Glasgow, donc la COP 26. Et ensuite, ils ont signé un autre accord sur la biodiversité ou la diversité biologique, qui en a aussi à sa 15e édition. Et enfin, une autre convention, un autre accord multilatéral sur l'environnement qui traite d'un écosystème particulier, c'est les écosystèmes terrestres. Et c'est cette COP-là qui sera accueillie ici à Abidjan. Vous constatez qu'il y a COP 15, COP 26. La différence entre les 2 accords multilatéraux sur l'environnement et celui sur les changements climatiques, c'est qu'il y en a un qui fait sa COP toutes les années et nous autres, là, nous faisons la nôtre chaque 2 ans. Oui, tous les 2 ans. Donc, mais s'il existe une collaboration entre ces 3 conventions-là qui sont nées à Rio en 92.
Absolument, il existe une synergie de fait parce que les changements climatiques font référence immédiatement aux écosystèmes terrestres et les écosystèmes terrestres sans la diversité biologique, en tout cas, n'existeraient pas. Donc nous sommes dans une situation de synergie, de collaboration permanente. Et d'ailleurs, à Abidjan, il y aura donc un événement parallèle entre ces 3 conventions-là pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la synergie dans le cadre de la COP 15 de la Convention sur les changements, sur la désertification, pardon. Sur la désertification, on revient donc chez nous. Dites-nous justement, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la désertification ici en Côte d'Ivoire? On va dire que l'état des lieux sur la désertification et la dégradation des sols et la sécheresse en Côte d'Ivoire n'est pas particulièrement reluisant. Nous nous trouvons dans une situation où un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a à peu près un siècle de pratiques agricoles, de plusieurs spéculations, dont le café, le cacao, l'anarcade, le palmier à huile, l'évia. Nous trouvons aujourd'hui dans une situation où la fertilité des sols a été considérablement réduite, où le rendement à l'hectare aussi, pour beaucoup de ces spéculations, est en baisse. Donc c'est un problème qui nous concerne au plus haut point, du fait aussi des changements climatiques, de l'élévation de la température dans l'atmosphère, la baisse des précipitations. Cela a eu un impact assez négatif sur les terres cultivables, les terres arables en Côte d'Ivoire, dont on estime que 60% d'entre elles sont concernées par les problèmes de dégradation des sols. Et quelles sont les zones les plus touchées? On parle de 100% dans une certaine zone de Côte d'Ivoire. Ce sont les zones dans la partie septentrionale de notre pays. Dans la partie nord, donc. Exactement, dans la partie nord, donc vous prenez des zones, des régions comme le Folon, le Kabadougou, le Béré, le Bafing, le Tchologo. Effectivement, ce sont des zones qui sont touchées effectivement par la perte de fertilité. Pourquoi spécialement ces zones-là? Parce qu'elles sont situées au-delà du système parallèle, qui fait de cette sorte que les températures sont beaucoup plus élevées par là-bas, et les précipitations sont moins importantes. Et aussi les pratiques agricoles non durables comme la culture sur brûlis, le fait qu'on n'alterne pas les cultures, et aussi qu'on utilise des techniques de production, disons, assez défavorables pour l'environnement. Des modes de pratique de production agricole très peu durables. Justement, tous ces modes de pratique, tout cela, si rien n'est fait, si rien ne change, quelles sont les conséquences? Quelles pourraient être les conséquences de cette situation sur le pays? Les conséquences, enfin, si nous restons dans ce statu quo dans lequel nous sommes en ce moment, les conséquences sur la production agricole seraient dramatiques. Nous avons quelques modèles bioéconomiques qui nous montrent que dans les 50 prochaines années, d'ici jusqu'à 2050-2070, la production agricole pour certains pays, y compris la Côte d'Ivoire, pourrait baisser jusqu'à 50%. Et ça, c'est particulièrement alarmant. Ouais. On va être concret. Qu'est-ce qu'il faut, M. Bamba, pour améliorer les conditions de vie des populations de ces zones arides? Écoutez, la Côte d'Ivoire, comme je disais tantôt, est un pays à tradition agricole. Depuis le premier président de ce pays jusqu'à maintenant, ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est l'agriculture. L'agriculture est au cœur de notre ADN en tant que nation, en tant que peuple. Ce qu'il faut faire, c'est exactement ce que le chef de l'État nous a demandé de faire et sur ce quoi nous réfléchissons. C'est de lancer de façon tout azimut la procédure de réhabilitation, de restauration des sols ici en Côte d'Ivoire, dans le but justement de changer les paradigmes de production agricole, de faire de telle sorte qu'on alterne les cultures, de faire de telle sorte qu'on utilise par exemple des engrais bio-organiques, de faire de telle sorte effectivement qu'on puisse améliorer le rendement à l'hectare et enfin créer de la richesse du fait de l'augmentation de la production agricole et la redistribuer parmi ces populations, on va dire sensiblement défavorisées de notre pays. Et tout cela pourrait atténuer les effets de la sécheresse? Absolument, ça pourrait atténuer les effets de la sécheresse, mais surtout, ça nous permettrait de nous adapter aux conséquences de la sécheresse dans notre pays. Et comment il faut faire pour restaurer la productivité des terres dégradées? Justement, j'en parlais tout à l'heure, pour restaurer la productivité des terres dégradées, il faut alterner, par exemple, le type de culture. Si vous faites une année, par exemple, du maïs, ensuite vous faites du manioc, etc., il ne faut pas produire sur la même superficie, la même circulation. Ensuite, on a parlé aussi de l'utilisation des engrais bio. Et surtout, la technologie a évolué, la science a évolué. Donc, on arrive aujourd'hui, avec des techniques de goutte à goutte, à obtenir des rendements à l'hectare assez importants. Vous prenez le Maroc et
Israël, par exemple, c'est 2 pays désertiques, mais qui ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Si c'est possible là-bas, c'est que c'est sûrement possible. Est-ce que nos populations sont sensibilisées à tout cela? Justement, vous en parlez, mais est-ce qu'elles le savent? Est-ce qu'elles savent que tout cela doit être mis en pratique pour éviter une certaine situation dramatique pour notre pays? Il y a un gros travail de sensibilisation, il y a un gros travail de formation, il y a un gros travail de mise à disposition de certains moyens qui demeurent, enfin, qui restent à être faits. On n'est pas forcément au courant, effectivement, dans toutes les contrées, dans tous les hameaux de Côte d'Ivoire, de cette nouvelle technologie, de l'évolution de la science qui leur permet effectivement d'améliorer leur rendement à l'hectare et de s'adapter, en tout cas, aux impacts des changements climatiques sur leur production agricole. Est-ce que l'État ne manque pas de faire quelque chose à ce niveau-là? L'État fait avec ses moyens, différents ministères sectoriels, différents ministères de l'agriculture, des femmes, des jeunes, de l'hydraulique, tout ce que vous pouvez imaginer. Les résultats... Mais ça n'a l'air pas encore suffisant. On est à 60%, 100% à des endroits. Et puis les pratiques des populations, des agriculteurs continuent, malheureusement. Bon, il faut comprendre aussi qu'il y a une série de facteurs qui permettent d'expliquer cela. Des facteurs humains, donc des pratiques agricoles non durables, puis des facteurs naturels, donc la température augmente, les précipitations sont moins importantes. Donc l'État fait avec ses moyens. Mais je pense que nous sommes dans une dynamique de la COP 15 et le président de la République nous a demandé de faire de telle sorte que ce soit la COP de l'action, que ce ne soit pas une COP de résolution. Et c'est à ce à quoi nous nous attelons en ce moment. Justement, on va y revenir. La COP 15, qu'est-ce que vous nous réservez à cette COP 15, cet événement d'envergure prévu le 9 mai? Bon, on vous réserve plusieurs choses. Parmi les plus importantes, c'est le sommet des chefs d'État. Le président de la République Il va ouvrir, hein, ce sera le 9. Effectivement, le 9, à partir de 10 h, le chef d'État sera là avec plusieurs autres chefs d'État. On va laisser au chef d'État lui-même la primeur d'annoncer la liste des chefs d'État qui seront là. Ça va être un débat politique à un très haut niveau et des résolutions seront prises justement pour aller de l'action en ce qui concerne la sécheresse et les corrélations qui existent avec les problèmes de développement socio-économique. Donc, ça va être un engagement politique très fort à ce niveau. Ensuite, on aura ce qu'on appelle la réunion des plénipotentiaires elles-mêmes, où les 196 pays qui vont se retrouver ici à Abidjan vont plancher sur un certain nombre de sujets. Ils vont adopter un certain nombre de résolutions qui vont engager, vous l'avez dit au début de votre introduction, que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la déforestation est le seul outil juridiquement contraignant. Donc, quand vous adoptez une décision, une résolution de la COP, elle est juridiquement contraignante. Ensuite aussi, il va y avoir une allocation de ressources financières de par le monde justement pour financer les résolutions qui seront prises lors de la COP. Et tantôt, le ministre de l'Environnement parlait du Forum des jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, c'est 70% de la population de la Côte d'Ivoire et c'est à peu près la même chose dans le monde. Un tiers d'entre eux sont sans emploi, un tiers ont des emplois précaires, et un tiers est employé. Mais le seul secteur aujourd'hui qui peut absorber toute cette masse de jeunes qui n'ont pas d'emploi, c'est l'agriculture. Donc il y aura donc ce forum des jeunes dont le thème est les emplois de la terre. Et enfin, dernièrement, des femmes aussi. Il y aura le caucus des femmes, effectivement, qui sera, on peut le dire parce qu'elle a donné son accord de principe, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire et d'autres premières dames aussi qui viendront d'autres pays du monde. Parce que les femmes sont plus affectées par la désertification, parce que c'est les femmes qui produisent toutes les denrées alimentaires que nous consommons sur les marchés ici. Et malheureusement, leurs revenus ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Et enfin, on va terminer sur le Business Forum. Il y aura donc un forum des hommes d'affaires. Le président de la République a invité aussi les PDG des plus grands groupes agro-industriels au monde afin qu'on arrive à une situation où l'environnement... Parce que le privé, c'est eux qui détiennent beaucoup plus Exactement. Les moyens financiers sont détenus par le privé. Tous ces groupes-là, la plupart, c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, c'est 60 milliards de dollars. Donc, c'est un peu des groupes qui ont des moyens financiers conséquents et qui peuvent influencer la trajectoire, en tout cas, de développement socio-économique des pays que nous représentons. D'accord. Ce qui m'amène à vous demander, M. Bamba, qui sera présent? Qui va prendre part à cette COP? Une COP pareille, ça réunit qui ici au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire? Une COP pareille... Je sais que 197 pays sont attendus, hein, mais qui effectivement sera là? Une COP pareille réunit des chefs d'État, déjà, dans un premier temps, une bonne quinzaine. Nous aurons aussi des associations dans les organisations de la société civile, notamment des jeunes et des femmes. Et ce qu'il faut
ce sur quoi il faut insister, c'est la présence parmi nous des responsables des grandes agences d'aide au développement. Tout le système des Nations Unies sera représenté ici. On aura la Banque islamique de développement, le Fonds coïtien, la Banque mondiale, représentés à un très haut niveau. Et puis enfin, on l'a déjà indiqué, tout ce qui est PDG, CEO des grands groupes agroindustriels. Et la COP 15 à Abidjan, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Nous avons deux types de bénéfices, on va dire, d'effets bénéfiques pour notre pays. Le premier, c'est les effets financiers. Nous sortons d'une crise, la maladie à Covid-19, où des secteurs comme les transports, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme ont particulièrement souffert de cette pandémie. Donc, le fait d'avoir 5 000 à 10 000 personnes dans ce pays et que les Nations Unies viennent investir plusieurs dizaines de millions de dollars dans notre économie, cela va avoir des effets induits sur les secteurs dont je viens de parler. Les gens vont dépenser leur argent dans des chambres d'hôtel, ils vont dépenser dans des taxis, dans des maquis, dans des restaurants, chez les artisans. La moitié des taxes qu'il y a sur les billets d'avion vont au gouvernement. Donc, c'est les effets financiers induits directs dans notre économie qu'il faut voir. Ensuite, la Côte d'Ivoire aura l'occasion d'influencer le débat sur la gouvernance des terres pendant 2 ans, parce que la Côte d'Ivoire va prendre la tête de la Convention pendant 2 ans. Donc le chef de l'État ou le représentant qu'il aura désigné va se déplacer partout dans le monde, notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies, pour porter ce message, faire le bilan et solliciter en tout cas des financements pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et on attend de la Côte d'Ivoire qu'elle soit à l'origine d'une grande initiative, justement ici à Abidjan, l'initiative d'Abidjan. Oui, effectivement, le chef de l'État nous a demandé de réfléchir à une initiative. Il a dit que le gouvernement, effectivement, va mettre des ressources à disposition pour organiser cette COP, mais faites de telle sorte que nous, on puisse avoir quelque chose, qu'il y ait un héritage. Et donc, nous avons pensé avec tous les ministères, le secteur privé, les organisations internationales, à ce qu'on appelle en anglais le Abidjan Legacy Programme. C'est l'héritage d'Abidjan de cette COP 15, là, ce qui va rester. Donc, c'est un vaste programme. Avec un autre des perspectives. Effectivement. Donc, vous allez constater que c'est... Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1,5 milliard de dollars, donc environ 700-800 milliards, on va dire, de francs CFA, qui vont être alloués effectivement à la Côte d'Ivoire pour restaurer et réhabiliter les sols, faire de telle sorte qu'elles retrouvent en tout cas leur propriété de production, mais surtout augmenter de façon exponentielle la production agricole dans notre pays de 2 ou 3 points. Et ça, c'est particulièrement important. L'agriculture, c'est un moyen. La fin, c'est de créer de la richesse dans notre pays et de la redistribuer dans les régions, dans tout le pays en fait, où nous avons effectivement des problèmes de redistribution et de création de richesse. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, M. Bamba. Abou Bamba, vous avez une riche carrière de bientôt 30 ans dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Par ailleurs, vous êtes secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan sur les océans et coordinateur régional du plan d'action du programme des Nations Unies pour l'environnement sur les océans en Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Vous êtes calé, ce qui certainement explique pourquoi le président de la République a porté son choix sur vous pour que vous soyez le PCO de ce rendez-vous historique qu'est la COP 15. En tout cas, tous nos voeux de bonne chance. Et merci d'avoir pu être avec nous et revenez nous voir pour faire le point. Absolument. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se revoit jeudi. Merci de nous faire confiance.